bonjour à vous tous, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le 5 septembre 2020, nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors demain, ce sera la reprise des petits boutchous. Et alors, qu'en est-il de leur prise en charge psychologique et surtout de leur préparation psychologique à la reprise donc, de la maternelle? Ce sera en compagnie de Aïda Mecheli que nous allons en parler. Et donc nous allons développer ces questions. Alors avec l'approche aussi des examens de fin d'année, notamment le baccalauréat, mais aussi le brevet, donc le BEF. Le BEF, oui, c'est ça. Alors, beaucoup de personnes donc, prennent en ce moment des compléments alimentaires donc, afin de se doper un petit peu, afin de se donner un peu plus d'énergie. Alors, qu'en-est-il des compléments alimentaires? Est-ce qu'ils sont bons pour la santé? Comment on doit les prendre? Y aurait-il des effets secondaires? Nous allons en parler donc, avec des spécialistes. Alors, aussi, pas très longtemps, donc, il y a eu une découverte d'une tranchée préhistoire, donc du prolongement du boulevard El Moradia. Donc, c'est un mur qui raconte toute une histoire, donc l'histoire du monde qui remonte donc à quelques millions d'années. Nous allons en parler en cette matinée. Alors aussi place au mouvement associatif, place à la solidarité. Et vous le savez que les associations, les bénévoles, toujours bien entendu, il y a toujours cet élan de solidarité, particulièrement dans des événements particuliers. Là, bientôt, ça va être la reprise des écoles. Alors, la prise en charge des écoliers, notamment dans leurs fournitures scolaires, c'est donc la mission pratiquement des associations de bienfaisance. Nous allons parler en fin d'émission. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Depuis hier? Tranquillement. Fraîchement, de toute façon. Oui. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. C'est génial. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, très bonne question, Noah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, eh bien, on aura de la brume en début de matinée, notamment sur le Nord Sahara et les oasis en ciel dégagé sur l'ensemble des régions côtières. On aura quelques passages nuageux sur les régions intérieures, des orages vers les Aurès, des orages également sur la Saoura, le sud-ouest, l'extrême sud de Sahara central, le Hogar. Beaucoup de soleil à partir de cet après-midi sur le Nord Sahara, le Sahara oriental ou encore les oasis. On notera de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud, le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles sont plutôt agréables, avec sur la moitié nord 30 degrés à Alger, ainsi qu'à Annaba Constantine, 32 degrés à Tizi Ouzou, 35 du côté de Tiaret, 32 degrés Gardaya, 36 Bécha, 41 degrés à Tindouf, 39 Adrar et Salah, et enfin 40 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme sur les côtes centre et est, plutôt agitée vers la partie ouest avec des vents entre 30 et 50 km/h sur la partie ouest, entre 20 et 30 km/h sur le centre et entre 10 et 30 km/h vers la partie est. Samina, finalement, c'est une très bonne nouvelle pour les baigneurs aujourd'hui. Hein. Exactement, il faudra en profiter. Calme, voilà, il faudra en profiter, tout à fait, il faudra en profiter aujourd'hui avant l'arrivée du froid. Oui. Voilà, les derniers jours d'été. D'été, exactement. Non, bientôt l'automne aussi. Exactement, oui. Exactement. Et comme d'habitude, Nord, on finit avec l'éphéméride. Et puis, pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina, on vous retrouvera tout à l'heure? Tout à fait. À midi. Après le journal télévisé du midi. Exactement. Voilà, très bien. Demain, toujours dans Bonjour d'Algérie avec nous. Toujours. Parfait. Merci beaucoup, Mina. Merci on vous souhaite à vous. une très bonne journée. Également. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Midi et demain, Inch'Allah, pour Bonjour d'Algérie. Voilà, on continue le programme de Bonjour d'Algérie. Une pause musicale en compagnie de Moksayeb et Shemso Freklani.
Et voilà, c'était une très belle pause musicale en compagnie donc, de Moksayeb et Shemsou Friklen. Et en ce moment, donc, on reçoit Aïda Mchiri. Aïda, bonjour. Bonjour. Ça va, Aïda? Super on est très bien, content de vous alhamdoulilah. recevoir aujourd'hui. Ah, c'est partagé. Même chose. C'est partagé, c'est partagé. Eh ben, bonne reprise à vous déjà. Aïchik, merci, Aïchik. Voilà, ça a été, vous êtes reposé un petit peu. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. On a vécu quelque chose de très différent. Effectivement. Famille, travail, tout ça, un contexte très particulier. Oui. Et j'ai bien rempli mon sac. Je suis bien prête pour partager avec vous tout ce que j'ai appris, tout ce que je pourrais ajouter, mais aussi partager avec vous dans la co-construction que j'ai pris l'habitude d'apporter avec toute l'équipe c'est de magnifique. Canal. Donc vous avez un petit peu appliqué l'adage reculer pour mieux sauter finalement. Voilà. Alors vous avez évoqué quand même quelque chose de très important là en parlant un petit peu de votre repos. Oui. C'est un petit peu cet attachement familial finalement et aujourd'hui on va en parler puisque demain Inch'Allah donc il va y avoir la reprise des petits boutchous, donc des loulous ils vont reprendre demain la crèche, la maternelle et donc eux-mêmes ils ont besoin, tout comme les mamans j'imagine, tout comme les parents, tout comme la famille, une certaine préparation psychologique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu quand même cet attachement, il y a eu quand même quelque chose de très particulier qui a été vécu en ce moment. Donc cette séparation qui pourrait être brutale, va falloir la préparer, n'est-ce pas, Aïda? Dans votre parole, ce que j'ai gardé, c'est qu'on a placé quand même une consigne paradoxale. Là, au début, avec le confinement, on disait « restez chez vous, ne sortez pas, gardez limite », tout ça avec l'étranger, avec une personne que vous n'avez pas vous ne savez pas un tout petit peu dans quel cadre elle se retrouve. Aujourd'hui, probablement, on inverse l'enjeu pour pouvoir inviter ces enfants à reprendre leur place, un déconfinement. Et voilà comment les choses s'ouvrent facilement, s'ouvrent doucement pour permettre à la vie de continuer, permettre aux mamans de travailler, aux professionnels de garder leur poste et de continuer à travailler. Mais vous savez, ça, c'est un moment précieux dans lequel il y a beaucoup de psychologie. Oui, dans l'attachement, dans la relation. Un enfant s'habitue au câlin de ses parents. Voilà. Une maman s'attache énormément à ses enfants parce que vous savez, avoir les rituels de la maison, veiller aux soins des petits, veiller à leur santé, c'est toujours avoir partager aussi beaucoup d'activités, le ménage, la cuisine, pourquoi pas des travaux manuels en compagnie des enfants. Et donc tout ça, ça participe un petit peu et ça alimente les relations finalement humaines et les relations familiales. Énorme, quelque chose qui a ressourcé les familles dans les profondeurs. Vous savez, le confinement, il n'a pas déraciné les gens, mais il leur a permis de retrouver un tout petit peu d'autres repères pour pouvoir redynamiser les familles. Aujourd'hui, vous savez, avec la reprise sociale, aujourd'hui, on s'invite tous à pouvoir réouvrir ces petites portes comme ça pour pouvoir trouver cette partie qui pourra nous rassurer que là, le Covid, il est toujours là, le risque, il est toujours là, mais comment on peut vraiment avancer doucement avec peu de risques, mais aussi comment se protéger pour pouvoir avancer. Et vous savez, quand il s'agit de petits-enfants, mon discours, probablement que je suis clivée. Mon discours, premièrement, oui, on peut parler de l'enfant, de tout ce qu'il a besoin. Un enfant dans son cycle d'apprentissage, à travers l'âge, à travers les différences, on ne peut jamais trouver deux enfants qui se ressemblent. Il y en a ceux qui sont très rapides, ils comprennent rapidement, il y en a d'autres qui sont un peu plus longs, ils ont besoin d'être accompagnés, il y a les enfants à besoins spécifiques, il y a les enfants qui ont besoin d'un cadre très particulier dans l'apprentissage. Et vous savez, dans ce déclic d'apprentissage, ça c'est chose, ça veut dire on peut apporter beaucoup de choses concernant ce contexte ou ce cadre qui va accueillir les enfants. Mais aussi clivé, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il ne peut pas vivre seul, il ne peut pas évoluer seul. Il y a les adultes qui l'entourent, commençons par ses parents, qui veillent à sa santé, qui ont donné leur timbre, leur style de l'éducation, qui ont donné leur manière de l'aimer, de l'autonomiser, probablement on est dans cette formule aujourd'hui, jusqu'à ces éducateurs, ces enseignants, ces crèches aussi, le cadre là où on pourra vraiment placer ses enfants. Et du coup, on a comme... Si on parle à l'un, probablement que vous parlez à l'autre aussi, parce que ce sont les adultes qui vont vraiment transmettre la bonne consigne à l'enfant et lui permettre quand même de comprendre et vraiment de placer les petits pas comme ça quand il arrive. Et à partir de là, si on parle aujourd'hui de crèche et de reprise, eh bien, écoutez,
Probablement qu'on a beaucoup parlé du Covid. On en a vraiment, on n'a pas lâché prise. Hein. Oui. Ça s'est venu à travers la parole des professionnels, les discours, les nouveautés, les grands maîtres. Chacun a apporté son style et sa signature pour pouvoir apporter dans son cadre théorique comment il peut vraiment aider les gens. Mais aujourd'hui, vous savez, le premier miroir, c'est de pouvoir revenir à l'enfant pour juste comprendre. Parce que vous savez ce qu'on a fait. On a comme plaqué les choses avec tout ce qu'on avait comme émotion. Ça veut dire les mamans qui étaient inquiètes, il y avait beaucoup de frustration, il y avait beaucoup d'anxiété, il y avait beaucoup d'incertitude, il y avait beaucoup de méfiance, il y avait beaucoup de choses qui étaient au début dans le plaquage de tout ce qui était un interdit, limite, tout ce qui était maintenant, on va dire, les mesures de barrière. Hein. Voilà, on ne va pas s'étaler sur ça. Oui. Ça a été tellement dit d'une manière plus claire et schématisée qu'aujourd'hui, on va dire, oui, il y avait des gens qui ont beaucoup travaillé sur ce volet. Mais le plus important pour moi, c'est de pouvoir écouter le retour de l'enfant et schématiser à travers un jeu de rôle, à travers une chanson, à travers une marionnette, à travers quelque chose, là où il pourra, lui, à son tour, nous transmettre qu'est-ce qu'il a gardé. C'est là où on a détecté la frustration de l'enfant. Vous savez, on a placé quelque chose qui pouvait créer des phobies. C'est l'enfant, il est tellement frustré par ce concept, frustré par cette parole. Il suffit juste de lui dire que cette personne a été malade, contaminée. Donc, on peut voir dans le regard d'un enfant tous les risques qu'il peut présenter de peur, de méfiance, de crainte. Oui. Là, on peut probablement toucher quelque chose dans une catégorie particulière d'enfants, pas chez tous les enfants, quelque chose qui pourra lui faire du mal plus que de bien. Et à partir de là, aller doucement pour pouvoir le rassurer à ce moment-là, apaiser les choses et l'accompagner doucement si on détecte qu'il y a quelque chose qui va mal, comme une petite inquiétude. Oui. Voilà, si on peut arriver à des angoisses où on pourra dire oui, l'accompagner. Il y aura des enfants de l'autre côté qui ne vont que jouer, donc ils vont transgresser toutes les règles. Voilà, ça exactement. sera très difficile de leur expliquer. Tout à fait à côté de ce qui se passe, vraiment indifférent de la situation. Absolument. Ils ne s'inquiètent pas du tout. Compliqué pour eux de comprendre que jouer, c'est pas avec l'autre. Et c'est pas dans le toucher, c'est pas dans l'échange, et c'est pas dans le même jouet, partager tout ça. Justement, Aïda, dans ce sens, particulièrement pour les petits, hein, donc, quand ils sont un peu plus grands, donc 8-10 ans, on pourra peut-être leur expliquer, mais des enfants de 3-4 ans, donc qui vont faire leur reprise demain. Ouais. Alors justement, comment leur expliquer qu'ils doivent justement faire très attention et puis j'imagine qu'on doit aussi impliquer le personnel éducatif dans ce sens, parce que finalement les parents ne sont pas là, ils sont absents durant la scolarité ou la scolarisation des enfants. Oui, bien sûr, vous le dites tellement bien. Mais vous savez, regarde Nour, pourquoi un bébé de 3 ans, nous, il nous manque la parole avec un enfant. C'est comme si que l'enfant n'écoute pas, il ne comprend pas. Toutes les théories, tous les cadres théoriques nous C'est un petit peu apportent... l'erreur des parents finalement, hein, parce qu'on dit 3 ans, il ne comprend pas, et finalement, même s'il ne comprend pas, au moins il emmagasine, il viendra un moment, il va comprendre. Regarde, je vais partager quelque chose avec toi. S'adresser à l'enfant avec un langage très infantile. On peut par exemple bégayer pour lui expliquer voilà, qu'il faut manger avec 2 sons et puis faire le geste. Et puis c'est à nous, adultes, de pouvoir accompagner l'enfant dans son développement avec notre langage. Il ne faut pas banaliser la parole de l'enfant. Oui. Même s'il est petit, il ne comprend pas. Bébé. On peut placer des phrases. Maman va te laisser à la garderie aujourd'hui, là où tu pourras rester 2-3 heures, mais je vais venir te récupérer. Cette phrase qui ne semble que l'enfant ne saura pas répondre, ne saura pas comprendre. Mais vous savez, placer les mots et les phrases pour donner du sens. Ça, même si l'enfant ne donne pas du retour, ça nous permet de communiquer avec l'enfant. Il viendra le jour là où il va manifester par un regard, par un geste, il va comprendre le langage. Vous savez, la communication, ce n'est pas là on attend que l'enfant va acquérir tous les outils nécessaires pour pouvoir nous rendre la balle. Non, communiquer avec l'enfant, c'est l'écouter. C'est tout un apprentissage, hein, ça prendra le temps qu'il faudra. Prenez le temps, mais aussi, même s'il vous semble que l'enfant ne comprend pas, c'est à nous de placer les choses. Maman est fatiguée aujourd'hui, je ne peux pas rester très longtemps avec vous. Si je crie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait bêtise, mais parce que je n'ai pas eu suffisamment d'énergie pour pouvoir le faire. Ça, c'est des phrases
probablement qu'on le dise à l'intérieur. Souvent, vous savez, si j'explique un peu les choses, les mamans dans les consultations, fatiguées comme ça, et probablement dans des situations très conflictuelles, elles ne savent pas comment gérer les situations basiques comme celles que vous venez d'apporter, comment je dois parler à mon fils, tout ça. Quand elle parle au thérapeute, quand elle est seule, elle dit tout. Voilà. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre enfant? Elle se culpabilise, elle sent qu'elle l'a frappé pendant le mauvais moment, elle s'est inquiétée, il y avait des conflits conjugaux, il y avait des soucis, elle s'inquiétait pour autre chose. Mais voilà comment les choses se rassemblent d'une manière très complexe, qu'elle pousse l'adulte à vivre dans sa coquille. Et puis on oublie que l'enfant il est là, il nous regarde, il comprend très bien que maman va mal, que papa va mal. Il suffit juste de leur expliquer finalement. Voilà. Et justement dans ce sens, Aïda, nous avons un reportage sur l'ouverture des crèches, donc qui est prévu demain, donc le 6 septembre, Inch'Allah. C'est un sujet de Yamina Saïdi. Je vous propose donc de le voir et on se retrouve juste après. Mise en place dans les crèches et garderies, conformément aux orientations du Premier ministère, l'accueil des enfants se fait désormais à l'entrée de l'établissement pour éviter les regroupements. Le port du masque est obligatoire aussi bien pour le personnel que pour les parents. Enfin, la désinfection des mains est systématique. Un protocole sanitaire qu'on va mettre en application et nous allons veiller personnellement à son strict respect, commençant par l'interdiction des parents l'accès aux crèches. Le port de bavette est obligatoire pour le personnel. Je peux rassurer l'ensemble des parents d'enfants que l'ensemble du personnel est soumis au test Covid-19. Le protocole sanitaire adopté doit comporter notamment l'utilisation dans un premier temps de 50% des capacités d'accueil de ces établissements et le respect de la distanciation physique. Nous allons commencer avec les enfants dont les mamans travaillent. Donc les 50%, les mamans sont prioritaires pour pouvoir laisser leurs enfants et travailler à l'aise. Nous, on est préparés et les enfants aussi sont préparés. Ils ont hâte de rejoindre le jardin. Donc on les attend avec bras ouverts. Tout le personnel donc est prêt à reprendre son travail. Pour cette année particulière, la mission des psychologues s'annonce difficile. Pour les enfants, c'est vrai, c'est des enfants à bas âge et ils ne sont pas vraiment conscients de ce problème à 100%. Alors là, on essaye, voilà, enfin pour les enfants, on peut dire que c'est facile de gérer. C'est à travers toutes ces activités qu'il va recevoir l'enfant, toute l'animation qu'elle va être faite par leur éducatrice. On va apaiser l'angoisse de l'enfant. La rentrée des catégories préscolaires, moyenne section, petite section et toute petite section est prévue pour le 6 septembre prochain. Une rentrée qui va s'effectuer, espérant sans embûches, grâce à l'application des mesures sanitaires. Alors, Aïda, on l'a vu quand même à travers le reportage, les petits bouchous, quand même, ils comprennent. Hein, on a vu la petite fille qui donnait très vite sa main donc, pour le gel. Et en fait, finalement, il y a eu des réflexes quand même qui ont été incrustés, ancrés finalement dans le subconscient des enfants. Hein. Ça fait quand même quelque temps qu'on vit un tout petit peu ce contexte. Mais vous savez, vous m'invitez un tout petit peu pour à sortir un tout petit peu de cette parole pour pouvoir parler de tout ce qui peut être éthique dans les pandémies. Vous savez, les pandémies sont très exigeantes. Et aujourd'hui, si on revient un tout petit peu à tout ce contexte, c'est le vécu nous pousse à voir et révèle un tout petit peu toute notre partie, là où on a réussi, les bons côtés, là où on a réussi, mais aussi les défaillances. Et c'est les épreuves là où ils nous mettent dans les enjeux familiaux, dans le contexte. C'est vraiment très différent. Ça nous permet de voir les failles là où ça n'a pas vraiment fonctionné pour pouvoir les ajuster, mais aussi ça peut créer des conflits. Là où je ne suis pas d'accord, là c'est pas comme je veux, là c'est pas... Probablement qu'il faut se préparer un tout petit peu pour ça, mais aussi voilà, permettre aux gens de dénoncer, permettre aux gens de dire que là, ce n'est pas comme le cadre adéquat, permettre aux parents de vraiment suivre de près et puis d'accompagner leurs enfants. Ce n'est pas un monde magique, c'est une construction, c'est là où il y a l'erreur humaine, mais je profite aussi pour ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a les numéros verts pour dénoncer des situations de maltraitance, des situations de dépassement
de limite, tout Le ça. numéro vert, vous nous le faites rappeler s'il vous plaît. 11-11 de l'organe national, là où ils peuvent dénoncer les situations, là où ils peuvent vraiment, les enfants vivre des situations complexes, pour inviter les parents justement à corriger, accompagner, et puis aider, conseiller, permettre aux parents de comprendre qu'en fin de compte, regarde, si je peux ajouter quelque chose, c'est de dire qu'il ne faut pas que ce volet de Covid nous éloigne de l'essentiel. Crèche reste quand même ce cadre-là où on peut déposer nos enfants, mais aussi se détacher de nos enfants. Et cette formule de détachement, il ne faut pas vraiment... culpabiliser par rapport à ça, justement. Surtout... Et puis, ça permet aussi de responsabiliser l'enfant à un moment donné. Oui, mais aussi ne pas se précipiter pour ne pas laisser des séquelles. Exactement. Et aussi permettre à l'enfant de vivre doucement ce cadre pour pouvoir habiter un autre. Ce n'est pas un paquet qu'on dépose et puis on revient à la fin de journée pour le récupérer. Non, ça se travaille dans le bonjour. On est arrivé jusqu'au lavage des mains, jusqu'à la consigne. Il avait de la fièvre, il a mal dormi, tout ça. On peut dire au revoir. Je reviendrai tout à l'heure dans un cas très préparé. La crèche, il faut vraiment permettre à l'enfant de pouvoir vivre un autre contexte, mais aussi de vivre quelque chose qui pourra être cette grande leçon de détachement qui va rester toute notre vie. Effectivement. Merci beaucoup, Aïda. Merci pour pour ce beau partage ce matin, pour tous ces conseils, ces précisions surtout. On vous retrouvera très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Marhaba bik. Voilà. Alors, on continue et là, ce sera une petite balade qu'on va vous proposer au niveau de la corniche algéroise. Et notre guide sera l'ami Abou Bouda et on se retrouve juste après. À la place El Kitani, ils sont nombreux à venir admirer la Grande Bleue. Épris de son charme, les Algérois flânent et hument l'air marin. Je viens souvent ici avec mon petit-fils. On respire l'air marin, on respecte la distanciation physique et on met nos masques. Leur compteur affiche plus de 40 km parcourus, car Emir et Fatah viennent de Fouca. Ils font du sport pour se maintenir en forme. Une halte s'impose. نديروا لي سيكليزم صافي شاك ويكاند على بالك حنا لا سومان خدامين في الويكاند نديروا خرجات هكا نروحوا تيبازا شرشال ونجوا لالجي هنايا عندنا الساحه هذه دائما شاك ويكاند رانا نجوا نريحوا هنايا مع البحر راك تعرف كونفينمون دوكا يفو نديروا سبور شويه سبور مليح سبور. Tout au long de la côte turquoise, à Boulourine ou Aix-Saint-Eugène, plusieurs pêcheurs à la ligne draguent le poisson. كاين شلبة، كاين الكحلة، كاين البوري. البوري هذاك المليح هذاك الكبير. Bredouille pour la plupart, les pêcheurs ne considèrent pas pour autant avoir perdu leur temps. والله غير ساعات نروح هكذاك، والله حبة ما نديها، نروح هكذاك. وساعات تحكم نقسموا لها. ساعات. Ahmed Makhloufi, l'enfant de Soustara, est un habitué des lieux. Il s'étire face à la mer et fait ses exercices. À Saint-Eugène, je fais du sport. Ça me fait plaisir. Voilà, j'ai âge de 70 ans, bientôt 60 mois d'août, 70 ans. C'est un endroit agréable et voilà, tu vois, je me dis très bien. Flâner, pêcher ou faire son sport sont autant de manières d'avoir des pensées positives et de se faire du bien à la corniche algéroise. Voilà, alors on est de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Alors on reste à Alger, mais cette fois-ci on va aller un peu plus loin, quelques millions d'années en arrière, n'est-ce pas Samira? Juste 3 millions, voilà, c'est tout. 3 millions, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout. Vous savez, avant de présenter notre invité, juste une petite parenthèse. Bonjour. Une fois j'avais fait un reportage avec des paléontologues, et puis l'un des paléontologues me dit, vous savez, ça va se passer dans quelques millions d'années. Je dis, quelques millions d'années? Vous savez, nous, la notion du temps entre vous et nous, c'est pas du tout la même. N'est-ce pas, docteur Saoudi? Absolument. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde, bonjour nos amis
Alors, docteur Saoudi, on a beaucoup plus l'habitude de vous voir dans le monde musical, oui. Beaucoup plus. Et aujourd'hui, donc, vous êtes avec nous sous une autre casquette finalement. Ben oui, écoutez, tout est musique, ceci dit. Hein. Effectivement. L'histoire de la Terre, c'est une musique, c'est un rythme. Moi, je trouve ça la musique un peu partout. Et peut-être c'est ça qui a fait la jonction entre la musique et l'essence de la Terre. Le mouvement, effectivement. Pardon? Le mouvement. Le mouvement. Le mouvement, exactement. Voilà. Le carrousel du temps. Eh ben, marhaba bikoum. Merci. Bienvenue à vous. Alors, ce matin, Samira, si vous êtes là donc, avec notre invité, Dr Saoudi, c'est parce que vous allez nous parler d'une découverte récemment faite, donc une découverte paléontologique qui remonte à 3 millions d'années. Alors, d'abord, comment vous avez pris connaissance de l'existence de cette... D'abord, c'est quoi cette découverte? C'est une tranchée. Une tranchée qui se trouve pas très loin d'ici. On est dans le quartier donc, du boulevard des Martyrs, qui s'appelait avant le boulevard Bru. Précisément, je sais pas si, le lycée Bois-Mama, le lycée Descartes. Alors juste dans une petite ruelle qui le contourne comme ça, on a trouvé un mur. Alors ce mur, pardon, c'est pas un mur, c'est une tranchée. On a insisté pour que je dise une tranchée. C'est grâce à notre rédacteur en chef, Yazid Aïd Mahedine, qui m'a envoyé, qui a lu une phrase dans un livre, qui m'a dit il doit y avoir des choses là-bas, il faut y aller. Et on y est allé, on a fait un reportage parce qu'on a trouvé une tranchée qui, d'après des spécialistes, des chercheurs, donc entre autres M. Botrouni et Mme Omassip, remonterait à 3 millions d'années. Voilà. On a trouvé, on peut montrer déjà, des coquillages, des huîtres, on a trouvé des restes d'oursins, je pense je des ne sais pas à quelle caméra on pourra s'adresser pour montrer. Je vais aller doucement. Hein. C'est fragile, ça c'est très fragile, mais lorsque c'est dans le mur, c'est très résistant. On peut montrer peut-être le coquillage qui est très joli. Ce sont des fossiles. Hein. Alors peut-être que M. Saoudi peut nous dire ce que c'est pour la pierre. Oui, enfin, c'est un petit modèle de ce que nous connaissons, ce que nous appelons le peigne ou le pecten, enfin le petit, je parle du petit. Voilà, oui, c'est toute une famille de pectinidés, ce que nous appelons les pectinidés. Vous avez les chlamys, vous avez le peigne kimahada, donc c'est toute une série toute une famille et qui ont vécu dans une eau assez chaude et au périphérique des grands ensembles montagneux comme la Bouzaléa ou la Luchelo. Exactement. Ça, c'est une... oui. C'est plutôt un oursin. Un oursin. Un oursin. Bon, ça, on ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien. Voilà, on voit pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des coquilles Saint-Jacques. Ça, c'est la coquille Saint-Jacques. Ce que nous appelons les pectinidés, c'est la coquille Saint-Jacques. Et ce qui est intéressant, c'est la taille, par exemple. La taille est, contrairement à aujourd'hui, qui est plus réduite, elle c'était grand, que ce soit les coquillages, que ce soit les huîtres, que ce soit les oursins. Oui, parce qu'ils ont vécu dans ce que nous appelons dans un milieu optimum, donc des conditions de vie. Quand ces fossiles se sont déposés, ils sont morts, donc ils sont restés en position de vie. La mer était une mer chaude, donc qui favorisait l'éclosion de la vie dans toute sa splendeur, mais aussi la taille gigantesque de ces animaux. Donc vous allez voir qu'il y a ceux qui vont visiter, je veux dire, ces tranchées, vous avez des huîtres assez importantes, enfin Ostrea, la Melosa pour parler latin, vous avez des oursins, vous avez des traces d'algues, et quand vous avez des traces d'algues, ça forment des sortes de trottoirs assez durs et qui sont des affleurements par rapport au reste donc des coquillages, etc. Donc là où il y a un amas de fossiles, les choses sont plus dures par rapport aux endroits où il n'y a que le sable. Par exemple, là où il y a le sable, ça s'effrite plus rapidement par rapport aux zones qui sont endurcies par le sable et par le ciment calcaire qui va cimenter toute la partie géologique et la partie de... Et justement, là, nous sommes en train de découvrir l'endroit. Alors, docteur Saoudi, pour rester dans la taille... L'endroit qu'on voit, pardonne-moi, c'est le boulevard Bru. Voilà. Boulevard des Martyrs, un peu plus bas que la télévision. Il y a fait une grotte, d'ailleurs qu'on peut montrer, c'est la photo qui suit. C'est la grotte donc, du boulevard Bru. Cette grotte n'existe pas malheureusement. Elle est tombée, il y a eu un mouvement de la Terre, donc c'est tombé au début des années 1900. Il y a eu, voilà, ça c'est les restes de la grotte. Ce qui reste aussi de cette grotte est entreposé au musée au musée de l'université d'Alger, la fac centrale, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et on peut le voir aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous m'avez dit tout à l'heure, M. Saoudi, c'est que ça n'a pas vraiment de rapport avec la tranchée ou l'effleurement dont il est question aujourd'hui. La grotte est un aspect particulier de l'endroit.
hein, c'est quelque chose qui est venu postérieurement à la formation de la roche elle-même. Alors, pour faire un petit peu vite et rapide et essayer de faire une sorte de récap, géologique, il faut savoir qu'à un certain moment, la Méditerranée a été asséchée complètement. C'est-à-dire les rentrées d'eau des océans étaient complètement fermées et nous avons eu un assèchement pratiquement total. Il s'est formé ce que nous appelons des évaporites, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'évaporation de la mer, donc c'est des sels. Ensuite, il y a eu une ouverture du côté donc, de l'Atlantique, il y a eu la venue de la mer, et c'est le premier étage de cette époque que nous appelons le Pliocène, qui va déposer d'abord des argiles que nous retrouvons un peu partout à Alger. Ce sont des argiles bleues, verdâtres. Et puis au-dessus de cette mer Pliocène, enfin nous sommes toujours dans le Pliocène, va se déposer ce que nous appelons la molasse. La molasse, c'est quoi? Ce sont des roches détritiques qui vont se déposer dues à l'usure des massifs qui existent. Et les massifs, c'est quoi? C'est le chenois, c'est la Bouzaria. Et à l'époque, la Bouzaria n'était qu'un petit îlot, parce que la mer était montée à plus de 300 mètres par rapport au niveau actuel. Ensuite, elle est descendue pratiquement à moins 120 mètres de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, au niveau de l'histoire de la Terre, il y a des périodes de flux, de reflux, c'est comme les vagues, c'est comme les marées, sauf que c'est sur de longues distances. Donc, à un certain moment, la mer était à 300 mètres par rapport à aujourd'hui. Imaginez la tranche d'eau qu'il y a. Et puis, à un certain moment, il y a pratiquement 15 000 à 10 000 ans, la mer était à moins 120 mètres. Et puis, elle est remontée. Et c'est dû à quoi? C'est dû aux grands changements globaux de la Terre, aux grands changements climatiques, Aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est le réchauffement climatique, c'est la fonte des glaces, etc. Et c'est ce qui s'est passé, puisque l'air glaciaire est passé par là aussi absolument, pour cette tranchée. Absolument. Alors justement, pour cette tranchée, Samira, vous vous êtes déplacée. Oui, voilà, vous avez fait un reportage. Oui. Vous avez rencontré aussi donc, des spécialistes qui ont apporté plus d'explications à cette tranchée. Alors on regarde votre reportage. Oui, avec plaisir. Voilà, on vous propose donc de voir cette tranchée préhistorique de plus près en compagnie donc, de Samira et on se retrouve juste après. Fait du hasard, au détour d'une ruelle, dans le prolongement du boulevard des Martyrs, ou de ce qu'on appelait avant Mustapha supérieur, se dresse une tranchée. Et quelle tranchée! Sous nos yeux, 3 millions d'années, nous raconte l'histoire de la Méditerranée. Nous sommes ici, dans cette partie d'Alger, parce que l'Alger, il faut la compartimenter en deux. Il y a une partie qui est construite sur le massif de la Bouzaria. Par exemple, la Médina d'Alger, elle est construite sur le massif de la Bouzaria qui est formé de schiste, de calcaire, de gneiss. Donc c'est un compartiment massif qui est différent de ce compartiment est, qui est formé sur cet astien. C'est un plateau. C'est un plateau qui couvre toute, si vous voulez, Bir Khadem, Bir Traria, El Biar, jusqu'au Tilimni, et qui, si vous voulez, qui désigne un moment de l'histoire de la Méditerranée. Un affleurement géologique. Que de coquillages, de huîtres, de Saint-Jacques juxtaposés pour nous raconter ce que fut ce lieu d'exception. Mais pas que, puisqu'une grotte fut découverte dans un passé récent, un peu plus bas. Pour les préhistoriens, en lui-même, il n'a d'intérêt que par une grotte que l'on y a trouvée au début du XXe siècle, je crois, et dans lequel on a trouvé une installation humaine extrêmement importante avec de nombreux outils et de nombreux ossements d'animaux qui n'existent plus à l'heure actuelle. Ils sont au musée de l'université Alger 1. Ce sont des sables. Ce sont des sables avec des intercalations de marne, d'argile, avec beaucoup de fossiles qui témoignent, si vous voulez, d'un épisode marin très littoral.
C'est-à-dire ces formations géologiques, c'est comme si vous voyez, vous êtes à Club des Pins, vous avez du sable, et quand vous nagez, vous allez un peu plus loin sur le plateau continental, vous avez du sable sous l'eau avec des coquilles, de grosses coquilles, etc., des gastéropodes, des oursins, donc de la faune qui vit sur le littoral. Et toute cette épaisseur, qui peut arriver jusqu'à 100 mètres d'épaisseur, si vous voulez, a été soulevée. Et aujourd'hui, elle se trouve à ce niveau. Elle forme ce qu'on appelle le Mustapha supérieur, plus en montant d'El Ibrahim, El Biyar, etc. De l'eau, voici ce qui compose les racines de ces tranchées. Déjà à l'époque de la régence ottomane, El Jazair jouissait d'un extraordinaire système de captation. Elle est une réserve d'eau, parce qu'en dessous, vous avez trouvé une autre formation qu'on appelle le Plaisancien. C'est des argiles, c'est des marnes argileuses. Et c'est à ce niveau, c'est le mur de la nappe. C'est à ce niveau que l'eau va constituer cette importante nappe. Ces argiles, vous pouvez les voir, qui ne sont pas couverts par l'océan. Au niveau du Télémli, sous l'Horacie, vous avez toutes les argiles qui descendent. Donc il y a le Télémli qui descend, c'est-à-dire sous une forme boueuse, etc. Donc ce sont ces argiles qui sont le support de cet astien, qui est comme un morceau de gruyère. Voilà, c'est comme un morceau de gruyère. Donc il y a des trous, des canaux qui en fait qu'il y ait ce qu'on appelle un réseau karstique, c'est-à-dire des rivières souterraines avec beaucoup d'eau. Quand les gouvernants de la période ottomane, c'est-à-dire qu'ils se sont installés à la Médina d'Alger, ils ont utilisé les systèmes de captage et de distribution de l'eau du massif de la Bouzaria. Donc c'est des puits, c'est des roches disons, très dures donc pour percer. Donc ils faisaient des puits. Donc ils faisaient des petits aqueducs très limités. Puis ils ont étudié, un peu plus tard, ils ont étudié cette région, ils ont compris qu'il y avait un système karstique, c'est-à-dire un réseau d'écoulement des eaux qui était permanent, puisque la recharge de ces grès, parce qu'ils sont très perméables. Certains riverains sont inquiets du devenir de cette tranchée. Ils espèrent que ce lieu d'importance soit conservé et protégé. On est toujours choqué de voir, devant une si belle création de la nature, être dégradé par des irresponsables. Hein, parce qu'ils sont irresponsables, ils n'ont pas de culture, ils sont déculturisés et là c'est malheureux. Parce que là c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années par hasard. En passant comme ça, j'ai remarqué qu'il y avait des choses bizarres et c'était des coquillages, des coquilles Saint-Jacques, etc. Comme ça, j'ai dit tiens, c'est pas possible. Donc s'il y a des coquilles, c'est qu'il y avait de l'eau et l'eau ne peut être que au-dessus, et il y a des créatures, enfin des mollusques, sous cette eau. Donc ça ne peut être que la mer. L'intérêt national est en jeu, un patrimoine est en danger. Il gagnerait à être protégé d'abord par les riverains, mais surtout par les autorités et les collectivités locales. Les différentes raisons pour lesquelles conserver ces formations, du moins les conserver à la vue, est quelque chose d'important. Et c'est en particulier, à mon avis, important pour les jeunes, pour les enfants des écoles, que l'on peut facilement conduire et intéresser par cela, et à partir de là, leur expliquer tout le développement de la vie et l'histoire du monde. L'histoire de la vie et l'histoire du monde, Samira. Oui, qu'on doit enseigner, qu'on doit conserver, qu'on doit montrer aux élèves des écoles, de la petite école, aux étudiants de l'université qui doivent, surtout qui sont en géologie, qui doivent étudier, mais pas que, en préhistoire aussi. Enfin, il y a plein de choses à étudier sur ce mur et qu'on doit conserver proprement. Et peut-être, moi, ce que j'aimerais sincèrement, en faisant ce reportage, ce qui m'a perturbée, c'est que les gens ne le savent pas. Le savent pas et donc le maltraitent un petit peu. On voit des détritus, des ordures et tout. Ce qui serait intéressant, c'est que les collectivités locales, donc la mairie du Golfe, d'El Mouradia, puissent mettre une plaque
Dire que c'est un site historique, préhistorique ou culturel en tout cas, et c'est un patrimoine. Pas de l'information déjà. Naturel, exactement. Voilà. D'ailleurs, l'Algérie a signé, c'est protégé par l'UNESCO, nous devons le protéger pour l'histoire, que ça devienne une halle touristique et culturelle surtout, et nettoyer. Il y a des câbles, je ne sais pas ce que c'est, électricité ou les remonter, je veux dire, on peut aménager l'endroit, le réaménager, et puis ça peut être du point de vue économique intéressant. S'il y a des touristes et... Mais le plus intéressant sur ce site, c'est que c'est à proximité d'Alger. On est au cœur d'Alger. Et on découvre en 2020 encore des choses magnifiques. C'est inestimable, la valeur est inestimable. Il n'y a pas besoin de calculatrice aujourd'hui. C'est inestimable. Et justement, docteur Saoudi, pour rester un petit peu dans la même lancée de Samira par rapport à la préservation du site, justement, quel est le devenir de ce site? D'autant plus qu'on voit, comme vous l'avez si bien expliqué il y a quelques instants, c'est fait avec du sable et donc ça va très vite s'effriter. Donc quel est le devenir finalement de ce site? C'est quand même quelque chose qui est très très difficile. La préservation pose problème. Mais là, nous sommes dans un site naturel qui est d'une importance, d'une part capitale, mais qui est quand même, il a une vasteté très importante. Ce genre de formation, on le retrouve pratiquement dans tout Alger. Quand vous descendez de la colonne de Voirol jusqu'à Belmorandaïs, il y a ces affleurements. Quand vous montez à Elbia, etc. Et ça a même... configurer, si tu veux, cette formation géologique a même configuré la ville d'Alger. La géographie de la ville d'Alger est configurée par ces formations. C'est pour ça qu'on appelle par exemple le plateau de Mustapha. Et en géologie, on dit la molasse de Mustapha. Et cette molasse, c'est quoi? Elle a créé des plateaux. Donc il est très difficile de parler de préservation. Mais si par exemple, et il le faut de toutes les manières, si par exemple certains points d'Alger qui peuvent présenter des intérêts de ce point de vue, culturel, naturel, géologique, il faut absolument en faire des espèces d'escales pédagogiques, culturelles et touristiques par la force des choses. Ça peut, je prends au mot ce que vous dites, ça peut même faire aussi des escales géologiques à une échelle universitaire, à une échelle pédagogique. Très très important, ceux qui existent, par exemple de l'autre côté de la mer Méditerranée. Nous avons pratiquement les mêmes formations que ce qui existe en Calabre, parce qu'en Calabre ça a été beaucoup étudié, et nous on a eu la chance et le plaisir de faire ces études-là il y a un peu plus de 30 ans sur toute la partie d'Alger, Chenois et Lahéré. Mais il faut, si on arrive à classer, mais disons à en faire des escales, je pense que c'est le meilleur moyen de préserver par la sensibilisation que l'élève, le futur citoyen algérien aura en tête et de préserver sa propre richesse patrimoniale. Il est très 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 important, surtout que nous sommes à côté d'un lycée. Donc on peut faire des visites guidées. Je suis disposé, je veux dire, à n'importe quel moment pour cela. Mais il est très important d'abord, comme l'a souligné M. Betrouni et Mme Oumassip, d'expliquer qu'il s'agit de l'histoire de la vie elle-même, et il s'agit de l'histoire du monde lui-même, et nous sommes en plein cœur de tout ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique. Et ce que nous voyons est issu d'une évolution d'un climat, d'une évolution d'un milieu. Et moi je dis toujours que, et le site créa Alger, je dis, et la mer créa le site, et le site créa Alger. C'est tout ça qui est très très important à mettre en avant, pour dire que nous avons des choses exceptionnelles à montrer, et surtout dans ces intelligences en devenir que sont nos enfants, à qui il faut absolument incruster, à travers ces petites choses, l'amour de la patrie et du pays. Oui. Exactement, je suis d'accord. Alors justement, vous avez parlé donc des visites pédagogiques, vous avez parlé donc pourquoi pas intéresser aussi les universitaires et en faire carrément donc un site d'études. Qu'en est-il des études, des recherches scientifiques paléontologiques en Algérie? Ben écoutez, ça reste quand même un peu chiche. Nos paléontologues, ils ne sont pas très nombreux. Bon, la paléontologie, il y a plusieurs branches, comme on dit. Là, nous sommes dans la paléontologie de la faune marine, mais nous avons la paléontologie comme ce qu'exerce Mme Saoudi pour la paléontologie des vertébrés, c'est-à-dire les mammifères, mais nous avons la paléontologie de la flore, etc. etc. Tout ça est absolument à développer dans notre pays. Je pense qu'il faut revoir un peu nos cartes universitaires, notre manière d'appréhender notre avenir à travers les choses essentielles,
il faut qu'on réajuste. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 80, on n'est plus dans les années 70, les choses ont changé. Par exemple, les grands changements globaux sont d'une importance capitale. Il faut absolument qu'on s'intègre dans ces changements à travers notre agriculture, à travers nos recherches en géologie, à travers nos recherches en climatologie pour essayer d'avoir, enfin d'abord au moins de s'intégrer à la recherche mondiale qui s'exerce aujourd'hui. Alors moi je reviens sur la tranchée, sur l'effleurement donc au boulevard des Martyrs. Est-ce que ce genre de choses pourrait se reproduire? Est-ce que l'eau pourrait remonter de manière jusqu'à ce que Bouzaréa, le plateau de Bouzaréa devienne un îlot ou celui du Chênois? Est-ce que cet épisode pourrait se reproduire encore une fois? C'est-à-dire que, Alger serait noyé, serait sous les eaux en fait, noyé, mais serait sous les eaux. Exactement. Dans quelques millions d'années. Voilà. Elle a la réponse. Vous savez, quand je dis la chose la plus rapide s'est passée il y a plus de 10 000 ans. Quand la mer était à moins 100 mètres par rapport au niveau actuel. Imaginez un petit peu tout un pan des profondeurs marins qui sont à l'air libre. C'est quelque chose de flippant. Sauf que ce n'est pas à l'œil nu, c'est quelque chose qui se fait graduellement. Alors les tendances, s'il n'y avait pas ce réchauffement climatique, les tendances auraient été vers ce que nous appelons un pluvial ou une glaciation, c'est-à-dire le retrait de la mer parce que c'est capitalisé par les pôles. L'eau est capitalisée par les pôles, donc elle est soustraite de la mer. Donc à ce moment-là, vous allez avoir une diminution de la profondeur de la mer. Et réciproquement, quand il y a un réchauffement, quand il y a une restitution de toute cette eau, il y a une élévation du niveau de la mer. Mais là, c'est sur des dizaines et des dizaines de milliers d'années. De milliers d'années. Ouais. D'accord. Est-ce que ça a un rapport, ce genre de choses, a un rapport avec ce qui s'est passé avec les aqueducs, les Ottomans, le système, on va dire, hydrique, ou le réseau qu'ils ont construit à travers les aqueducs, qu'on voit par exemple celui du Val d'Hydra? Alors, l'homme de tout temps a essayé, de profiter des configurations géographiques. Et c'est exactement cela. Et moi, j'explique toujours, et ça pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire, toutes les anciennes villas d'Alfas ont été construites à un endroit précis qui est... Bon, vous avez le balcon de la ville d'Alger, enfin le site en amphithéâtre, et ils sont accrochés à mi-pente. Pourquoi à mi-pente? Parce que c'est là où il y a les résurgences des sources. La résurgence des sources, comme l'a expliqué M. Troni, c'est un moment où vous avez les argiles qui retiennent l'eau et la masse poreuse que nous voyons ici qui laisse infiltrer l'eau et qui se rencontre à ce niveau. Et donc on recueille cette eau et on la restitue à la ville. Voilà. Donc c'est un trésor historique. Beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de choses à dire. Il faut dire aussi que c'est sur une durée de temps, c'est ça qui est important. Le temps est quelque chose de magnifique et d'extraordinaire qui nous a donné toutes ces falaises que nous connaissons et toute cette vie qui à un moment ou à un autre a vécu dans ces eaux-là. Alors c'est un trésor, mais est-ce qu'on risque de trouver des trésors à l'intérieur si on creuse dans le mur? Ou là c'est fini, il n'y a plus... Non, pas spécialement. Notre trésor, diamant, autant notre trésor à nous, c'est toute cette faune qui a vécu. Et on risque de retrouver des choses absolument exceptionnelles qu'il faut restituer à la société. Donc, un mur une tranchée à protéger, à conserver. Oui, absolument. Effectivement, surtout à conserver. Merci beaucoup, Samira. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous et de nous avoir éclairé encore plus sur cette découverte. Docteur Saoudi, merci beaucoup pour tous ces éclairages, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Voilà, alors on continue le programme. Et là, ce sera un reportage que Nassima Imloul a fait. Alors, ce sera un hommage aux médecins du secteur de la santé au niveau de la wilaya de Béjaïa. Et on se retrouve juste après. Un hommage mérité a été rendu à l'ensemble du personnel de la santé de la wilaya de Béjaïa. C'est là un simple geste de reconnaissance à ces personnes qui inspirent le courage, la détermination et surtout l'espoir dans les moments les plus pénibles. Un geste de gratitude pour leur sacrifice et leur mobilisation. Cela fait plus de 8 mois que nous sommes réquisitionnés au service des malades atteints de la Covid-19. Mon défunt mari était pédiatre. Il a refusé de se confiner en dépit de sa maladie chronique. Il disait que les enfants avaient besoin de lui et que s'il devait mourir, ce serait en accomplissant son devoir. C'est une initiative qui rend hommage au sacrifice du personnel médical et paramédical, ceux qui ont abandonné leur foyer et leur famille pour sauver des vies humaines en pleine pandémie.
Cela fait 4 mois et 15 jours que mon frère nous a quittés. Il travaillait à l'hôpital de Kharrata, que Dieu l'accueille en son vaste paradis. Nous avons rendu hommage à 72 personnes, parmi lesquelles des professeurs, des médecins, des paramédicaux et des travailleurs de la santé, dont 4 ayant perdu la vie en accomplissant leurs devoirs. À travers cette belle initiative, nous tenons à saluer les efforts des blouses blanches et présenter nos sincères condoléances aux familles des martyrs du devoir. Une initiative destinée à impulser plus de courage aux éléments de l'armée blanche, toujours offrant et qui œuvrent au quotidien pour sauver des vies humaines au détriment de la leur. Et voilà, c'était donc un hommage aux médecins de la wilaya de Béjaïa. C'est un sujet donc, qui a été signé Nassima Emloul. Alors je vous le disais en début d'émission, ce matin nous allons nous intéresser aux compléments alimentaire, particulièrement avec l'arrivée des examens de fin d'année. Donc les étudiants, les élèves se dopent un petit peu pour avoir un peu plus d'énergie pour leur révision et surtout pour bien se tenir pendant les examens. Et nous allons en parler ce matin avec, en compagnie donc, du docteur Abdelrahman Boudiba. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Alors nous aurons par Skype également docteur Elias Barli, lui donc, qui est le président de la Société algérienne de la nutrition et de la médecine orthomoléculaire, qui lui nous apportera encore un peu plus de précision sur les compléments alimentaires dans un petit moment. Alors docteur Boudiba, on va commencer d'abord par les compléments alimentaires. Alors on en parle beaucoup, on en prend beaucoup, on en consomme beaucoup, mais à la base, qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire? Vous savez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam ala rasoulillah. Le complément alimentaire, comme son nom l'indique, est une extraction du produit alimentaire, c'est-à-dire ça renvoie vers le produit alimentaire. Mais le terme le plus approprié actuellement, le plus utilisé, c'est le terme d'alicament. Parce qu'il y a les produits alimentaires d'un côté et les médicaments de l'autre, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle communément les alicaments. Donc c'est une contraction entre le terme de médicament et le terme alimentaire. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les origines, justement? Alors là, vous nous parlez un petit peu de l'extraction donc, des compléments alimentaires à partir des aliments. Mais finalement, quelle est leur véritable origine? Donc, comment peut-on avoir ces compléments alimentaires? Les compléments alimentaires, ce sont des substances extraites de produits alimentaires de façon naturelle, parce qu'il y a plusieurs types d'extraction. De par le passé, il y avait l'extraction artisanale à l'aide des alambics, mais maintenant, on est passé à un stade plus avancé en matière de technologie d'extraction. On est passé directement à l'extraction au CO2 supercritique, c'est-à-dire qui utilise la chaleur et la pression pour extraire les substances appelées communément compléments alimentaires ou alicaments. C'est ce qui permet finalement de garder un petit peu leur efficacité? Bien sûr, c'est des produits naturels. Il faut le faire remarquer que ce sont des substances naturelles extraites de façon naturelle, sans adjuvants, sans suppléments chimiques. Alors, il faut dire, docteur Boudiba, que autant que citoyens, généralement, les citoyens d'une manière générale et à travers le monde, il faut le dire, c'est une mode un petit peu à travers le monde, c'est que les gens s'adonnent aux compléments alimentaires de façon, j'ai envie de dire, une automédication du complément alimentaire. Donc, il n'y a pas forcément une prescription médicale auparavant, il n'y a pas forcément une consultation médicale auparavant. Alors, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Comment doit-on finalement prendre les compléments alimentaires? Le complément alimentaire, comme son nom l'indique, c'est une substance naturelle qui peut être prescrite par les praticiens, c'est-à-dire elle peut être prescrite, comme elle peut être conseillée par le pharmacien, ou elle peut être prise de façon libre, c'est-à-dire sans avoir recours, mais faudrait-il aussi connaître les produits. Voilà. Par exemple, pour les alicaments ou compléments alimentaires, ils sont vendus exclusivement en pharmacie. Pourquoi? Parce que quand le citoyen veut acheter un produit, le pharmacien est là pour le conseiller. S'il n'y a pas de prescription préalable, le pharmacien vient comme seconde barrière pour conseiller le citoyen et lui donner les conseils requis en matière de prise de ces alicaments ou compléments alimentaires. Donc finalement, c'est une garantie de la part du pharmacien et de la part des boîtes pharmaceutiques. Bien entendu, tous nos produits, nous sommes des laboratoires pharmaceutiques, on est dans la santé naturelle depuis 26 ans et nous avons toujours vendu, la réglementation en vigueur stipule que ces produits doivent être vendus exclusivement au niveau de l'officine.
Pourquoi? Parce que pour permettre aux citoyens de prendre les informations requises concernant ces produits qui ne sont pas prescrits, par exemple. Mais ceci ne veut pas dire que le prescripteur ne peut pas prescrire ces produits. Au contraire, le médecin est appelé à donner des conseils et à prescrire ces produits. Et justement, dans ce sens, alors, par rapport donc, à la prise des compléments alimentaires, alors il faut dire que les vitamines particulièrement, par exemple, sont utilisées carrément dans certaines j'ai envie de dire, de prise en charge thérapeutique. Et avec nous, Dr Lies Berli. Dr Berli, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous entendez? Bonjour, Dr Berli. Merci. Et voilà, on vous voit. Bonjour, Alors, docteur Berli, je rappelle, donc vous êtes le président de la Société algérienne de la nutrition et de la médecine orthomoléculaire. Alors, ce matin, nous sommes en train de parler de compléments alimentaires, nous sommes en train de parler de vitamines. Alors, on vous a suivi depuis quand même quelques années dans vos travaux et on sait que dans votre société, vous encouragez énormément à la prise, donc à aller déjà vers une alimentation saine, une alimentation bio, mais surtout aller vers des thérapies à base de compléments alimentaires, à base de vitamines dans certaines pathologies. N'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait. Nous sommes en France pour un nouveau paradigme dans la santé médicale et que le médecin d'aujourd'hui passe de la médecine allopathique à la médecine orthomoléculaire parce qu'il faut savoir que la médecine allopathique apporte un plus pour la prise en charge des symptomatologies, mais la médecine orthomoléculaire va à l'origine des causes de la maladie, puisqu'il faut savoir que les principales causes sont des hypovitaminoses, des manques en oligo-éléments ou bien en coenzymes. Et donc, les supplémentations thérapeutiques sont des doses plus élevées que les supplémentations préventives et qui sont régies par un enseignement bien précis de la médecine orthomoléculaire qui a été énoncé en 1968 par le double prix Nobel, professeur Linus Pauling, et le chemin a très bien avancé depuis ces 52 ans. Et maintenant, la médecine orthomoléculaire est appliquée dans plusieurs pays, particulièrement les pays anglo-saxons et les pays asiatiques, disons. Voilà. Alors, il faut dire, docteur Berli, que vous-même, en tant que médecin et vous-même, donc en tant que chercheur en médecine orthomoléculaire aussi et dans la nutrition, alors vous recommandez beaucoup finalement la prise de vitamines déjà à titre préventif, mais ceci dans certaines pathologies telles que le cancer. Ben, elle est préconisée, déjà la vitamine, c'est la vitamine de la vie et de la paix, et quelque part, les besoins vitaux sont quotidiens, par exemple pour la vitamine C, pour le magnésium et pour la B6, il ne faut pas oublier que la vitamine C a un rôle détoxifiant dans l'organisme. Le magnésium et la vitamine C permettent de lever le stress, la synthèse de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Et il faut éviter que la personne soit en hypovitaminose D parce qu'il faut savoir que le manque de vitamine D3 peut être source de dépression et des différentes maladies chroniques. Donc finalement, elle est indiquée en cas de pathologie, donc en tant que thérapie à part entière, chez les patients en borderline ou en burn-out pour reprendre leur bonne santé, et chez les sujets sains pour rester en bonne santé et optimiser leurs capacités physiques, biologiques et intellectuelles. Effectivement. Vous restez avec nous, docteur Berli, je reviens à vous dans un petit moment. Alors, docteur Boudiba, il faut dire que là, on se rapproche un petit peu des examens de fin d'année, donc notamment le baccalauréat et le BEF, donc, qui vont être bientôt passés par nos jeunes, par nos élèves. Et il faut dire que cette frange de la société, ça donne un petit peu au complément alimentaire, d'autant plus qu'il y a eu cette rupture, il faut le dire, avec le confinement. Alors, justement, pour revenir un petit peu à la prise de ces compléments alimentaires, alors il faut dire quand même que ce ne sont pas tous les compléments alimentaires qui sont bons pour toutes les personnes et pour toutes les catégories de personnes, j'imagine. Vous savez, c'est un monde. Les compléments alimentaires, c'est un monde. C'est le monde de la thérapie qui vient juste pour accompagner ou en accompagnement de la thérapie pharmaceutique. Vous savez, je reviens à Hippocrate, qui est un naturopathe, qui est le père de la médecine moderne. Il a dit, votre premier médicament, c'est votre alimentation. Oui. Donc, les compléments alimentaires, c'est vrai.
moi je les appelle les alicaments, c'est-à-dire qu'ils sont à la limite entre l'alimentaire et le médicament. Donc ils ont un effet pharmaceutique, je dis bien un effet pharmaceutique par rapport aux produits alimentaires. Donc ils sont donnés pour pallier à certaines carences, à certains manques de substances ou de produits alimentaires. Et ils ont un effet nutritionnel et un effet physiologique sur l'organisme. C'est pour cette raison qu'ils sont préconisés et parfois prescrits par les prescripteurs. Cela ne veut pas dire qu'ils sont prescrits pour n'importe quelle personne. Chaque complément alimentaire est prescrit dans une allégation thérapeutique bien précise, donc à des doses bien précises, parce qu'il y a les apports journaliers qu'il faut donner, donc ils ne sont pas pris comme ça de façon anarchique, et il y a des présentations galéniques. Vous avez les compléments alimentaires ou les alicaments qui sont sous forme de gélules, sous forme de comprimés, sous forme de liquide sirop, donc c'est à la limite du thérapeutique. Alors là, vous me tendez un petit peu la perche pour vous poser une question par rapport aux effets secondaires. Alors, y aurait-il des effets secondaires des alicaments ou des compléments alimentaires? Généralement, non. Quand ils sont pris dans un cadre bien précis, avec les apports quotidiens bien précis, parce qu'il faut dire que comment on appelle ça, les compléments alimentaires ou les alicaments, ils ont derrière tout un recul scientifique, parce que nous, par exemple, nous sommes un laboratoire pharma, nous avons des compléments, nous avons des produits de santé naturelle avec des dossiers, avec des essais cliniques, avec des dossiers bien ficelés. Nous travaillons en collaboration avec l'université algérienne, avec des chercheurs algériens. Donc, derrière chaque alicament ou chaque complément alimentaire qu'on met sur le marché, il y a tout un recul scientifique, un dossier technique qu'on met en place pour, pour ces produits. Maintenant, au même titre que la pharmacovigilance pour les produits pharmaceutiques, il y a ce qu'on appelle la nutrivigilance. La nutrivigilance, c'est le système, c'est mis en place pour surveiller en cas des effets secondaires. Mais généralement, c'est des produits naturels. Donc, s'ils sont pris de façon quotidienne et conformément aux prescriptions et aux orientations et aux conseils du pharmacien, généralement, ça ne pose aucun problème. Alors, par rapport justement à la prise, encore une fois, de ces compléments alimentaires, alors, est-ce qu'on peut, par exemple, prendre plusieurs compléments alimentaires à la fois, ou il faut, par exemple, espacer les prises entre, je ne sais pas, je dirais, juste un exemple comme ça, entre vitamine C, magnésium, entre zinc, entre gelée royale, entre... Chaque complément alimentaire ou chaque alimentaire a une indication précise. Parfois, c'est vrai qu'on peut prendre 2 alicaments ou 2 compléments alimentaires en même temps, parce que l'un a une action qui booste. Par exemple, si vous prenez le zinc, la vitamine C, elle accentue l'absorption du zinc. C'est pour cette raison qu'on donne de la vitamine C avec le zinc, parce que ça accentue l'absorption intestinale. D'accord. Alors là, donc, vous avez quand même parlé d'un recul scientifique, vous avez parlé de thèse, vous avez parlé de travail que vous faites en collaboration avec les universités. Qu'en est-il du cadre réglementaire maintenant, donc, qui régule un petit peu tout ce qui est fabrication et tout ce qui est production donc, de ces alicaments? C'est vrai qu'actuellement, il y a un problème. Il y a un certain vide juridique en matière d'alicaments, parce que c'est des produits qui sont là, qui sont gérés actuellement par le ministère du Commerce. Mais la limite des prérogatives du ministère du Commerce s'arrête là où les allégations thérapeutiques commencent. C'est-à-dire que le ministère du Commerce ne peut pas se prononcer, par exemple, sur les allégations thérapeutiques. Là, c'est un autre département qui doit se prononcer, c'est la santé, notamment le ministère de la Santé et actuellement le nouveau ministère de l'Industrie pharmaceutique. On pense qu'il y a un comité conjoint entre les 2 départements et ils sont en train de travailler pour mettre en place cette réglementation qui régit généralement Mais nous, par exemple, nous, dans le cadre du pharma, on travaille et on suit la réglementation pharmaceutique. Par exemple, les produits fabriqués par nos laboratoires sont fabriqués dans des conditions pharmaceutiques avec toutes les mesures requises en matière de protection, en matière de fabrication. Par exemple, nous fabriquons le zinc, nous fabriquons la vitamine C dans les mêmes lignes où nous fabriquons les produits pharmaceutiques. Pour vous dire le niveau élevé de la technologie qu'on utilise pour la production de ces compléments alimentaires. Cependant, c'est vrai qu'actuellement, nous attendons toujours cette réglementation qui va mettre peut-être un peu de, comment on appelle ça, un peu de... C'est-à-dire qu'il va... Un peu d'ordre, je dirais un peu d'ordre, parce que c'est vrai qu'effectivement, ces derniers moments, vous avez constaté qu'il y a une levée de boucliers concernant certains produits, la publicité de certains, comment on appelle ça, compléments alimentaires.
les compléments alimentaires sont autorisés à passer dans la publicité. Vous savez, de par le passé, le complément alimentaire était dans le palier du pharma. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour des considérations économiques? Parce que le remboursement de ces produits coûtait cher, ils ont été déclassés comme compléments alimentaires dans un but économique. Donc, par rapport à ce déclassement, tous les États dans le monde ont autorisé la publicité parce que ça ne se répercute pas sur les caisses de sécurité sociale. C'est le cas chez nous. Donc, la publicité, je dis et je le redis, elle est autorisée par la loi pour les compléments alimentaires, ce qui est interdit pour le pharma, bien sûr. Pour le pharma, bien voilà. sûr. Alors, docteur Barley, est-ce que vous êtes toujours avec nous, docteur? Oui, oui. Voilà. Oui, alors, docteur, pour revenir encore une fois à la prise ou comment prendre les compléments alimentaires, donc comment, pour en prendre les compléments alimentaires, comment vous pourriez recommander donc aux citoyens de prendre, de faire des cures finalement de compléments alimentaires? Ben, il faut savoir que toute cure est une cure personnalisée, d'accord? Donc, il doit y avoir une évaluation médicale au préalable par le médecin. Par exemple, demander un taux de vitamine D3, un taux de magnésium. Et il faut savoir qu'en Algérie et dans beaucoup de pays, le taux de vitamine D3 est souvent très très bas. Oui. Et donc, parfois, les besoins sont importants. Et il faut savoir que, par exemple, dans toutes les maladies chroniques dégénératives, type cancer, maladies auto-immunes, et même dernièrement avec le SARS-CoV-2, on a trouvé que chez tous les patients hospitalisés, il y avait un taux de vitamine D3 très bas. Et chez certains cas en réanimation, il était même imprenable. C'est pour savoir à quel point l'importance des supplémentations à visée thérapeutique sont là. Et ça a été appliqué avec succès dans l'hôpital d'Oran, l'hôpital d'Al-Khattar et l'hôpital d'Oum El-Bouaghi dans la prise en charge des patients atteints du Covid. Donc, vous voyez, il y a les vertus thérapeutiques. Donc, ce qui est préventif, il y a ce qu'on appelle les besoins. Si, par exemple, quelqu'un, il est dans, c'est-à-dire dans un état de stress, par exemple des examens, on peut recommander avant de dormir, par exemple, du magnésium, mais à des doses bien limitées. Par exemple, s'il y a un blues quelque part, cette personne est en manque de synthèse de sérotonine, donc on peut préconiser une alimentation du bonheur, ce qu'on appelle tous les aliments riches en tryptophane, associés au magnésium et à la B6 le soir. La vitamine C, contrairement à ce qu'on croit, doit être prise le soir également pour permettre un sommeil réparateur et détoxifier le corps. Par exemple, la vitamine D3, l'oméga 3, c'est le matin, mais chaque cas est un cas et les recommandations sont personnalisées. Et comme l'a si bien dit l'invité docteur Benbouzida, c'est carrément de l'alicament. Donc, c'est à la base des éléments qui existent dans l'organisme, mais leurs apports ont des vertus thérapeutiques et permettent d'aller à l'origine même du problème de santé du patient. Donc, moi, ce que je recommande, on dit que toujours la prise en charge d'un patient doit être globale, multidimensionnelle, holistique, prenant en compte le volet certes nutritionnel, orthomoléculaire, mais également le volet neuro-émotionnel, parce que le stress, la panique, la peur peuvent engendrer des besoins qui sont plus importants par rapport à la normale. Et il faut évaluer, est-ce que le patient est dans la sérénité et la quiétude? Est-ce qu'il est dans la peur, la crainte ou bien la panique? Et là, l'évaluation se fait d'elle-même pour chaque patient. Et c'est pour ça que le médecin d'aujourd'hui doit être un nutritionniste de demain. Sinon, les nutritionnistes d'aujourd'hui seront les médecins de demain. Et c'est pour ça que le médecin doit être prescripteur des alicaments, ou qu'on appelle également compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Il y a une prise de conscience des patients. Les patients maintenant s'informent. La vérité ne peut plus être cachée. Donc, c'est au médecin maintenant de se mettre à la formation médicale continue en nutrition, en médecine orthomoléculaire et même en accompagnement neuro-émotionnel, parce que c'est très important ce volet qui, on considère parfois qu'il est de 51% et tout le reste, allopathique, nutrition, orthomoléculaire et le reste, c'est en général 49%. Parce que quand le patient décide de guérir, il est déjà guéri. Et quand il craint de tomber malade, il est quelque part déjà malade.
Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, on voit, vous êtes avec votre blouse, vous êtes déjà dans votre cabinet à recevoir vos patients. Voilà. Avec mes patients et même un patient qui est avec moi maintenant, calmement, en train d'attendre que je termine le live pour terminer avec lui la consultation. Donc, merci beaucoup et merci à votre patient qui a été patient aussi avec nous ce matin. Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur Boudiba, pour clôturer un petit peu ce débat, alors il faut dire que quand même les compléments alimentaires, les recherches, j'ai envie de dire, dans le monde par rapport aux compléments alimentaires sont toujours d'actualité. Donc, il y a toujours des recherches par rapport donc, aux bienfaits des compléments alimentaires, par rapport aux nouvelles technologies. Donc, on peut utiliser pour extraire les compléments alimentaires et les rendre donc encore plus bénéfiques afin d'éviter un petit peu aussi de passer aux thérapies à base de médicaments. Pharmaceutiques. Voilà, pharmaceutiques, donc à base de médicaments. Donc vous vous inscrivez toujours dans cette dynamique de recherche à votre niveau? Bien sûr, je vous ai dit, notre mission première, c'est de trouver des solutions thérapeutiques pour les patients algériens. Tout d'abord, nous sommes versés dans le secteur pharma depuis presque 26 ans et nous sommes aussi versés dans le secteur de la santé naturelle depuis presque 26 ans. Oui. Par contre, la limite, je parle toujours de limite entre le complément alimentaire, l'allicament et le pharma, c'est les allégations pharmaceutiques. Vous savez que les allégations pharmaceutiques sont très contrôlées. Il est interdit par exemple d'utiliser le terme de soin ou terme de guérir quand on parle de complément alimentaire parce que c'est la limite entre l'allicament et le produit pharmaceutique. Mais toujours est-il qu'actuellement, il y a comment on appelle ça, les citoyens dans le monde commencent à recourir aux produits de santé naturelle parce qu'il faut dire aussi que certains produits d'origine chimique ont montré leurs limites et ont montré par exemple certaines réactions, certains effets secondaires. On a constaté à plusieurs reprises que certains produits chimiques ont des effets secondaires. C'est pour cette raison qu'on utilise le naturel parfois pour pallier et le naturel aussi comme complément à ces actions thérapeutiques. Actuellement, dans le monde, il n'y a pas d'innovation pharmaceutique, il n'y a pas de nouveaux médicaments. On passe du chimique vers le biosimilaire et entre-temps, les gens commencent à recourir aux produits de santé naturelle. Par exemple, je vous donne l'exemple, on a une substance qu'on a ramenée du Japon, je parle de la substance, je ne parle pas de nom commercial, c'est la nobilitine, on l'a ramenée, qui est extraite d'un agrume chicoisin au niveau du Japon, qui est dans une île d'Okinawa. Et cette substance, la nobilitine, elle a un effet cognitif sur les cellules nerveuses, elle protège les cellules nerveuses et elle booste l'influx nerveux. Et actuellement, elle est préconisée, elle est commercialisée. Le produit, cette substance est commercialisée dans nos officines dans le cadre justement de la prise en charge des étudiants et des élèves qui sont aux portes des examens de fin d'année. Eh ben voilà, merci beaucoup, docteur Boudiba, pour toutes ces précisions. Je rappelle, donc, vous êtes le secrétaire général du groupe pharmaceutique qui a donc une spécialité par rapport aux produits naturels. Voilà, produits naturels. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, on continue notre émission et on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée afin de parler de cet élan de solidarité, de la prise en charge des écoliers, notamment dans la fourniture des affaires scolaires. Mais avant cela, Farhat Mouzaoui, lui, il a rencontré une artisane pour nous, une bougicultrice, elle qui se spécialise dans la fabrication des bougies artisanales. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Vanille, rose, lavande, la bougie qui prend son nom de la ville de Béjaïa au XIVe siècle, se décline aujourd'hui selon les goûts et les tendances. L'idée nous est venue, ma sœur et moi, parce qu'on était des passionnés de bougies. Donc déjà toute petite, on avait à la maison une bougie qui a été offerte à mes parents lors de leur mariage. Et c'est une grosse bougie en cire, avec une sorte de branche en verre et des petites fleurs rouges, mais vraiment qui a été malmenée lors de notre enfance. Et on a été bernés dans cet esprit-là. À part la sérénité, une enfance très riche, un challenge aussi. C'est aussi un objectif. Un objectif derrière, c'est de voir nos produits qui sont représentatifs de la culture algérienne présents à l'étranger. Voilà. Madame Nabila Houam est artisane. Son savoir-faire, la création de bougies d'ambiance. La clientèle algérienne s'intéressait beaucoup à la bougie et beaucoup à la cire et beaucoup à la senteur. C'est-à-dire il y avait des parfums qui attiraient les gens.
Et de là, nous est venue l'idée de développer des bourses de cire parfumée qu'on pouvait mettre dans les armoires, dans les meubles à chaussures. Plus qu'une odeur, une atmosphère. Il y a dans ces petites lumières une touche aspirée de symboles traditionnels, ancestrales, un hommage au patrimoine. On a fait même des coffrets qu'on a nommés l'Algérienne, qui portent, c'est des bougies imprimées avec les tenues traditionnelles algériennes de 5 régions d'Algérie différentes et qui est représentatif un peu de la profondeur et de la diversité de notre culture. Donc on peut aussi personnaliser la bougie selon le client, donc selon le désir du client, en couleur ou en senteur, en forme aussi. On fait aussi de l'impression sur bougie, donc on peut avoir, comme cette année, on avait lancé la gamme calligraphie arabe, qui est très tendance. La bougie a toujours été l'accompagnateur par excellence des festivités musulmanes. On la retrouve dans les mariages, les rides, et reste toujours une petite flamme à contempler en toute sa splendeur. Et voilà, donc c'est sur ces lueurs de lumière, de bougies que nous allons recevoir Mariam Larribi. Mariam, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mariam? Ça va très bien. Alhamdulillah. Mariam, je rappelle que vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Hope des Aides. Oui. Alors, on vous a reçu plusieurs fois durant ce confinement parce que vous avez quand même fait preuve d'un élan de solidarité très exceptionnel durant cette période quand même qui était très difficile par rapport au Covid-19. Merci beaucoup, c'est notre devoir. Donc, et bonjour. Encore une fois. Alors là, Mariam, un autre élan de solidarité duquel vous êtes en train de faire preuve en ce moment avec la rentrée scolaire des élèves. Tout à fait. On est en train de se préparer et organiser. Donc, on a fait une collecte spéciale pour la rentrée sociale, sociale plutôt. Donc, pour l'instant, on a pu arriver à collecter plus de 1500 cartables, kits scolaires complets, c'est-à-dire tout ce qui concerne cahiers, stylos, couverts, tout, donc, y compris les sacs à dos cartables. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'on peut toucher plusieurs communes sur la wilaya d'Alger, y compris les wilayas, les alentours d'Alger. Voilà, exactement. Alors, cet élan de solidarité, donc, comment vous avez pu déjà avoir et collecter quand même 1500 cartables, c'est 1500 kits scolaires, j'ai envie de dire, quand même c'est assez important. Alors comment pour vous tout ce travail ça a été fait, d'autant plus que nous sommes en pleine période de confinement. J'imagine qu'à côté vous faites toujours dans la prévention contre le Covid-19. Tout à fait. Donc on est toujours sur le terrain. Bien sûr à cause de Covid-19, donc on a fait plutôt tout un programme où on a commencé depuis l'apparition de Covid ou de pandémie en Algérie, c'était en mois de mars. En mois de mars, oui. Donc on a commencé notre programme qui a contenu plusieurs projets. Le premier projet c'était la distribution des couffins, donc on a parlé déjà, donc on va faire un petit peu vite pour passer à... Voilà. Et le deuxième projet, c'était le programme humanitaire Kurchou pour le mois de Ramadan, où on a fait bien sûr aussi une petite distribution des couffins, car on a commencé bien sûr, on a fait la distribution durant 3 mois déjà passés. Après, on a passé bien sûr la préparation de Ftor. D'habitude, on met en place le plus grand chapiteau en Algérie de Iftar Saïm à la placette Kitani Bab el Oued. Mais pour cette année, malheureusement, à cause de pandémie, donc on a essayé de un petit peu changer l'opération et la remplacer par le resto mobile Fidar Kuftor qui donc c'était une caravane, donc des fourgons, des voitures fourgons, qui se déplacent vers les familles directement à leur maison et leur donnent les repas chauds, donc tout ce qui est shorba, deuxième plat et salade et les boissons. Ça, c'était le deuxième projet. La troisième opération, c'était El Eid. C'était Eid Kzahi, donc c'était aussi la distribution des tenues pour les enfants et pour les familles touchées du Covid. Donc c'était les familles qui
plutôt les papas ou les mamans qui travaillent, qui font les petits boulots. Oui, donc, les journaliers, les journaliers, exactement. Donc, on a essayé de leur aider et arriver à... c'est-à-dire voilà. Et après l'Aïd, c'était bien sûr... Donc, en parallèle, on a pris en charge les médecins. C'était toujours la prise en charge des médecins. Les Jeish al-Abyad qui font un très grand travail. Et après, là, c'est la rentrée scolaire, Inch'Allah, où c'est l'opération Lumière. Voilà. Donc, on est en train de préparer... Alors, justement, pour revenir à cette opération Lumière, comme vous l'avez appelée, donc notamment les fournitures donc, et la collecte de tout ce qui est kit scolaire, donc en faveur des enfants qui sont diminués, qui ont été donc touchés dont les parents ont été touchés par cette pandémie. Alors, justement, comment ça s'est passé avec vous, cette opération? Comment vous avez pu toucher les gens afin qu'ils viennent donc aider, afin qu'ils fassent preuve de solidarité, puis afin qu'ils mettent à votre disposition donc, les kits scolaires? D'accord. Donc, on commence d'abord par préparer tout un dossier. Ensuite, on se déplace vers le sponsor ou les gens qui veulent aider, bien sûr, et participer pour la réalisation de cette opération. Donc, on se déplace vers notre sponsor. Voilà, on essaye toujours de parler de cette opération. Et à partir de là, donc, on va avoir l'aide de le sponsor Diana et on commence à trouver un fournisseur. Et là, on est arrivé, comme je vous ai dit, à collecter des kits pour les enfants. On va aussi, Inch'Allah, se déplacer vers le sud en attendant juste l'autorisation, bien sûr à cause de Covid. Donc, on ne peut pas se déplacer plus à l'aise comme les années précédentes. Donc, voilà, d'ici le mois prochain, Inch'Allah, ça va être plus facile. Inch'Allah, vous avez commencé la distribution ou pas encore, au moins d'ici à Alger? Pas encore, justement. Donc, cette opération, uniquement la distribution des kits scolaires, car on a aussi ramené des montures lunettes bien. Pour les petits-enfants, pour les écoliers qui ont des troubles oculaires, des troubles. Donc, on va essayer de faire des consultations avec des médecins spécialistes, des ophtalmologues. Donc, on va être sur place dans les établissements scolaires primaires. Beaucoup plus, c'est dans les primaires de Bab el-Oued. On va commencer par la commune de Bab el-Oued et on va toucher d'autres communes, Inch'Allah. Et tout ça, Mariam, il faut dire quand même que c'est un travail quand même assez lourd, un travail assez important. Vous travaillez en collaboration avec des médecins donc qui, eux, se déplacent avec vous au niveau des écoles, des consultations gratuites. Alors, est-ce que pour ceci, vous avez besoin d'autorisation pour accéder aux écoles? Les parents, finalement, quelle est leur réaction? Tout à fait, bien sûr, on doit avoir les autorisations car on collabore avec le PAPC de Bab el-Oued, les délégués de Bab el-Oued aussi, ils nous aident. Donc, on doit avoir les autorisations pour accéder aux écoles, même s'il n'y a pas de pandémie, on doit avoir ces autorisations. Mais pour cette année, je trouve que ça sera plus... C'est-à-dire, on sera plus obligé d'avoir cette autorisation pour être collaborer avec les autorisations pour l'opération soit plus encadrée et dans les normes. Voilà, donc les autorisations, vous les avez. De toute façon, vous avez l'habitude de travailler en collaboration avec les APC, avec les écoles, et donc on vous connaît déjà. Exactement. Il y a finalement un contrat de confiance qui a été établi, qui a été donc tissé durant toutes ces années, durant tous ces moments pendant lesquels notre association et les autorités. Donc on ne trouve pas de difficulté pour avoir ces autorisations car on a déjà travaillé, collaboré avec la wilaya d'Alger, la DGS, les PAPC, plutôt les APC en général, et même d'autres communes ou d'autres wilayas. Et bien entendu, j'imagine, lorsque vous avez proposé votre projet aux médecins, ils ont de suite adhéré? Oui, tout à fait. Donc, c'est presque les mêmes médecins qui vont se déplacer avec nous. C'était les mêmes médecins de l'année précédente. D'accord. Où on a déplacé à la wilaya d'Élysée. Exactement, c'était la commune Janet, c'était à Janet exactement. Donc on a organisé une caravane médicale spéciale. Donc on a pris avec nous des médecins spécialistes, des professeurs. Pas spécialement des ophtalmos, mais il y avait des oncologues, il y avait des gynécologues aussi et d'autres spécialités. Donc c'était très très bien passé. Donc on voulait
faire une deuxième expérience, mais cette année, Inch'Allah, on va commencer par Alger, par les écoles bien sûr, c'est qu'on va travailler avec les écoliers, les petits enfants. Voilà. Donc en attendant d'avoir les autorisations pour les déplacements. C'est ça. Voilà. Inch'Allah. Et donc une fois que vous aurez les autorisations pour les déplacements, quels sont les wilayas que vous ciblez? D'abord Alger, comme je vous ai dit. Normalement, Boumerdès, et en deuxième lieu, c'est le sud directement. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mariam, d'avoir été parmi nous ce matin. Un dernier mot avant de se quitter. Yatekoum Saha. Donc, je vous remercie pour l'invitation et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. À tout moment. Donc, d'autant plus que c'est une bonne occasion pour vous de faire passer votre message. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du bien, ils ne savent pas à qui s'adresser. Finalement, si on voulait s'adresser à vous, ça sera. Marhaba, c'est le 05 49 98 12 11 ou sur notre page officielle Amal Jazair Hope DZ. Ah ben voilà, très bien, Amal Jazair Hope DZ. Merci beaucoup, Mariam, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Hope DZ. Et voilà, chers amis, donc nous arrivons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être parmi vous et d'être en compagnie ce matin. Je vous retrouve avec un très grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 9h, encore une fois pour 1h30 de direct en votre compagnie. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, passez une excellente journée et à demain.